Un nouveau jeu, Night Defense, promet une fortune à celui qui survivra à 100 vagues. La récompense est colossale, 10 milliards de won pour le premier vainqueur. Pour un jeune homme, cette somme représente bien plus qu'un simple gain. Sa vie actuelle est un fardeau, rythmé par des études interminables. Avec cet argent, il pourrait enfin s'échapper de son quotidien oppressant. Pendant ce temps, son père, un politicien influent, sourit aux caméras pour sa réélection. Les médias le dépeignent comme un père aimant et son fils comme un élève modèle. Mais derrière cette image parfaite, le jeune Ji-hoon semble porter un lourd fardeau. Cette photo de famille parfaite fait le tour des réseaux sociaux, vue par tous. À l'école, sa popularité forcée l'étouffe, le laissant visiblement mal à l'aise. Une camarade de classe, faussement amicale, l'invite à une conversation privée. Les autres élèves les regardent partir, jaloux de cette fausse proximité entre élèves modèles. Mais la conversation se déroule dans une ruelle sombre, loin des regards indiscrets. La jeune fille n'est pas seule et révèle ses véritables intentions, entourée de ses complices. Ji-hoon, désemparé, rappelle qu'il lui a déjà prêté une somme considérable la semaine passée. Face à son refus, un des voyous le saisit violemment et le menace de chantage. Il l'accuse d'être complice, sachant que le site qu'il a créé était utilisé à des fins illégales. Le groupe le provoque, suggérant de se rendre tous à la police, confiant dans leur plan. La panique s'empare de Ji-hoon, qui comprend qu'il est celui qui a le plus à perdre. Car un scandale impliquant son fils ruinerait la carrière de son père, le politicien incorruptible. La jeune fille le manipule avec une fausse douceur, le mettant au pied du mur. Elle prétend ne compter que sur lui, ajoutant une pression psychologique insoutenable. De retour chez lui, accablé, Ji-hoon se tient devant sa porte, les poings serrés. Sa main tremble en s'approchant de la poignée, redoutant ce qui se trouve de l'autre côté. À peine entré, sa frustration éclate, maudissant son impuissance. Une voix inattendue le fige sur place, le surprenant dans son moment de faiblesse. Son père se dresse devant lui, le regard sévère, attendant des explications. L'homme politique lui rappelle froidement que les élections sont sa seule priorité. Il lui interdit formellement de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à son image publique. Face au mutisme de Ji-hoon, son père s'impatiente et le somme de répondre. Ji-hoon serre le poing, retenant sa rage face à l'indifférence de son père. Il arbore alors un sourire forcé, promettant de ne pas le décevoir. Son père le toise avec mépris, doutant qu'il puisse être davantage déçu. L'homme politique lui dicte sa conduite, affirmant que son seul rôle est d'obéir. Ses paroles résonnent comme une sentence, définissant la vie de son fils comme sa propriété. Réfugié dans sa chambre, Ji-hoon s'effondre sur son bureau, complètement anéanti. Le visage tordu par l'angoisse, il se demande ce qu'il a fait pour mériter un tel sort. Soudain, un contact inattendu sur sa main le tire de sa misère. Surpris, il retire sa main brusquement, le regard empli de stupeur. Un adorable petit chat est assis sur son bureau, le fixant avec de grands yeux innocents. Il murmure au petit animal, se demandant si celui-ci s'inquiétait pour lui. Le chaton bondit sur lui dans un élan de jeu, le sortant un instant de sa torpeur. Il soulève le petit animal, son seul allié dans un monde qui lui est hostile. Serrant le chat contre lui, il lui confie qu'il est tout ce qui lui reste. De retour devant son écran, il fixe à nouveau la publicité du jeu, sa seule porte de sortie. Son regard est déterminé. Il a enfin atteint la 99e vague et n'a plus qu'un seul obstacle à franchir. Mais l'écran vire au rouge sang, affichant une défaite écrasante à la toute dernière vague. L'échec est total. Son personnage est anéanti juste avant la victoire finale. Le game over final résonne comme une sentence, anéantissant tous ses espoirs. Furieux, il réalise après des centaines de tentatives que ce jeu est peut-être tout simplement impossible à gagner. D'autres joueurs, comme ce streamer enragé, partagent sa frustration, convaincus que le jeu est une arnaque. Ji-hoon lui-même, le regard sombre, déconseille à quiconque de se lancer dans cette épreuve infernale. En un an d'existence, de nombreux joueurs ont réussi à atteindre la 99e vague. Mais absolument personne n'a jamais réussi à survivre à l'ultime assaut de la 100e vague. Pourtant, en voyant son chat s'étirer, Ji-hoon refuse d'abandonner son seul espoir. Ce jeu est sa seule chance d'échapper à sa vie infernale et d'offrir un avenir à son petit compagnon. Son unique espoir repose sur un objet légendaire, le cœur de Rizeldrake, amélioré au maximum. Mais même avec cet équipement surpuissant, la 100e vague reste un mur infranchissable. Épuisé, il contemple les restes de ses nuits blanches, se demandant comment il pourrait y arriver. C'est alors que la patte de son chat se pose délicatement sur l'écran de sa tablette. Ji-hoon regarde, stupéfait, son chat s'approcher dangereusement de la tablette. D'un geste innocent, la patte du chaton appuie sur le bouton fatal démantelé. La panique s'empare de Ji-hoon, qui ne peut que regarder, horrifié par l'action de son animal. L'écran confirme l'irréparable. Le cœur de Rizeldrake est détruit avec succès.
Il hurle de désespoir, voyant des mois d'efforts réduits à néant par son compagnon. En échange de son objet le plus précieux, il ne reçoit que de simples fragments d'amélioration. Anéanti, il s'effondre, comprenant qu'il a tout perdu et doit recommencer depuis le début. Le doute l'envahit, se demandant si un nouveau départ pourrait réellement changer son destin. Mais parmi les débris virtuels, un objet inattendu et brillant apparaît, une âme de dragon. Intrigué, il se penche vers l'écran, car un tel butin est normalement impossible à obtenir. Il se demande pourquoi le démantèlement d'un objet légendaire ne donnerait que de simples fragments. Une pensée folle traverse son esprit, une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée. Sans hésiter, il active l'âme de dragon, déclenchant une réaction inattendue. Soudain, tout devient clair. Il comprend enfin le secret caché du jeu. Le démantèlement n'était pas un échec, mais la véritable clé pour vaincre la 100e vague. Déterminé, il appuie sur le bouton pour recommencer, armé de sa nouvelle connaissance. Le lendemain, de retour en classe, le cours de mathématiques semble plus ennuyeux que jamais. Mais Ji-hoon n'écoute pas, son esprit est entièrement tourné vers sa nouvelle stratégie. La nuit, il s'enferme à nouveau dans sa chambre, prêt à mettre son plan à exécution. Même en marchant dans la rue, il ne quitte pas son téléphone des yeux, gérant sa nouvelle partie. De retour dans l'obscurité de sa chambre, il se replonge dans le jeu avec une nouvelle détermination. En un temps record, il atteint à nouveau la 99e vague, prêt pour l'affrontement final. Il se remémore sa découverte, l'âme de dragon, obtenue en sacrifiant son meilleur objet. Le regard fixé sur l'écran, il est persuadé que sa théorie est la bonne pour enfin gagner. Sans la moindre hésitation, il lance l'ultime vague, la fameuse vague 100. Son personnage, désormais surpuissant, fait face à une armée de monstres et au boss final. Chaque pression sur l'écran est calculée, chaque mouvement est un pas de plus vers la victoire. Une attaque dévastatrice s'abat sur l'ennemi, prouvant l'efficacité de sa nouvelle stratégie. L'écran s'illumine de 1000 feux, témoignant de la violence de ce combat décisif. Ses yeux brillent d'une lueur féroce, il est certain de pouvoir enfin triompher. L'écran affiche une victoire éclatante, confirmant son incroyable succès. Un cri de joie pure et sauvage s'échappe de Ji-hoon, qui ne peut contenir son euphorie. Son triomphe est brutalement interrompu par son père, qui se dresse dans l'encadrement de la porte, un club de golf à la main. Le politicien révèle alors avoir reçu un appel de ses amis, le regard glacial. Il explique que les maîtres chanteurs ont osé lui réclamer de l'argent, utilisant l'erreur de son fils comme prétexte. L'homme politique lui rappelle froidement sa seule et unique consigne, ne jamais entacher son honneur. Terrifié, Ji-hoon ne peut que s'excuser, le visage déformé par la peur. À travers la fenêtre, une silhouette menaçante lève son arme tandis que l'autre se recroqueville pour se protéger. La fureur du père explose dans un geste d'une violence inouïe, sa patience ayant atteint ses limites. Le monde de Ji-hoon se brise en 1000 morceaux, son regard figé par le choc et la terreur. Sa tablette, son unique victoire, gît en morceaux, symbole de son impuissance face à son père. Les larmes aux yeux, il réalise que son père n'a jamais rien fait pour lui, bien au contraire. Dans l'obscurité de sa chambre, il cherche son chat Ruru, son seul réconfort. Son père lui annonce froidement qu'il n'a plus besoin d'un tel compagnon, laissant Ji-hoon abasourdi. Ji-hoon serre les dents, une rage sourde montant en lui face à cette cruauté. L'homme politique le toise, méprisant l'expression de défi sur le visage de son fils. Paniqué, le jeune homme exige de savoir où se trouve son précieux animal. Son père commence alors une explication qui va glacer le sang de Ji-hoon. Il révèle avec une cruauté sans nom que le chat a rejoint sa défunte mère. Le regard de Ji-hoon se vide, frappé par l'horreur absolue de la confession de son propre père. Le politicien lui saisit le visage, lui promettant la fortune en échange de son obéissance totale. Le regard terrifié, Ji-hoon subit l'ultime avertissement de ne plus jamais le décevoir. L'homme politique prononce alors des mots qui se veulent encourageants, mais sonnent comme une menace. Il se dresse au-dessus de son fils, affirmant avec une fausse bienveillance qu'il croit en lui. Le regard de Ji-hoon se durcit, la haine et le désespoir atteignant un point de non-retour. À côté du club de golf abandonné, le jeune homme sent qu'il ne peut plus supporter cette vie. Dans son esprit, le message de sa victoire résonne, une réussite désormais inaccessible. En larmes, il comprend qu'il n'a plus aucune raison de se battre ni de s'accrocher à quoi que ce soit. Soudain, sa tablette brisée s'illumine, affichant une mystérieuse invitation. Une lumière surnaturelle jaillit de la fenêtre, l'invitant à entrer dans le monde du jeu. Ji-hoon est aspiré dans un monde fantastique, se matérialisant dans un rayon de lumière au cœur d'une cité médiévale. À l'intérieur du château, des gardes le reconnaissent instantanément comme le sauveur tant attendu. Entouré de chevaliers agenouillés, il est salué comme le chevalier légendaire de la prophétie. La foule l'acclame avec ferveur, plaçant tous ses espoirs en ce sauveur venu d'un autre monde.
Pourtant, Ji-hoon reste de marbre, incapable de verser la moindre larme malgré le chaos de sa vie. Il a l'impression que ses émotions ont été effacées, le laissant vide et déconnecté de la réalité. Un roi à la barbe imposante se racle la gorge, s'apprêtant à s'adresser aux nouveaux venus. Assis sur son trône, le monarque lui demande solennellement s'il est bien le héros destiné à sauver leur royaume. En observant le visage du roi, Ji-hoon ressent une étrange impression de déjà-vu. Il réalise alors qu'il fait face au personnage pixelisé du jeu, une simple IA devenue bien réelle. Le monarque se présente comme Baelis Jordia III, le jeune roi du royaume de Jordia. Il explique que le royaume est en péril, assailli de toutes parts par des hordes de monstres. Soudain, un messager affolé interrompt la cérémonie, annonçant une catastrophe imminente. Ji-hoon analyse froidement la situation, reconnaissant les éléments du scénario du jeu. Le messager se précipite vers le trône pour informer le roi des derniers développements désastreux. Notre héros réalise alors que cette scène est une copie parfaite de l'introduction pixelisée du jeu. Face à l'urgence, le roi décide d'abréger le protocole et d'aller droit au but. Une fenêtre de quête s'ouvre, lui proposant de devenir le commandant des chevaliers pour sauver le royaume. Indifférent au rêve ou à la réalité, Ji-hoon se prépare à poser ses conditions sans le moindre détour. Son regard s'illumine d'une lueur calculatrice alors qu'il formule sa première exigence, 1 milliard de won. La foule murmure, trouvant la demande d'1 milliard excessive pour un héros à l'allure si frêle. Le roi, perplexe face à cette monnaie inconnue, ignore sa requête et lui fait une contre-proposition. Il lui promet de réaliser n'importe lequel de ses désirs s'il accepte de devenir le commandant et de sauver l'humanité. Ji-hoon écoute attentivement, le visage impassible, évaluant cette offre qui dépasse toutes ses attentes. Ses yeux s'écarquillent, le mot « n'importe quoi » résonnant dans son esprit comme une possibilité infinie. Mais le roi ajoute une condition glaçante. Il devra simplement obéir à ses ordres, sans poser de questions. Ces mots déclenchent une vive réaction chez Ji-hoon, ravivant un souvenir traumatisant. Il revoit le regard furieux de son père, lui promettant richesse et honneur en échange de sa soumission. Le souvenir de la main de son père sur son visage le submerge, le ramenant à cette promesse empoisonnée. Une larme silencieuse coule sur sa joue, le poids de son passé le rattrapant même dans ce nouveau monde. Dans son esprit, le visage du roi se superpose à celui de son père, deux tyrans ne faisant plus qu'un. Une rage folle s'empare de lui, et il hurle son refus catégorique à la face du monarque. Le roi, impassible jusqu'alors, est visiblement décontenancé par cette rébellion inattendue. Il se souvient que partout où il va, son statut de fils d'eux a toujours attiré les profiteurs. Le souvenir de sa camarade de classe et de son chantage lui revient, une manipulation parmi tant d'autres. Il réalise que tout le monde, même son propre père, n'a cherché qu'à l'utiliser pour ses propres fins. Accepter cette quête ne serait qu'une autre forme d'esclavage, une soumission qu'il ne peut plus tolérer. La cour est abasourdie, ne comprenant pas pourquoi leur sauveur légendaire refuse son destin. La richesse et la gloire, ses récompenses ultimes, n'ont plus aucune valeur à ses yeux. Il rejette fermement l'offre, affirmant n'avoir besoin de rien de ce que le roi peut lui promettre. Le regard rempli de haine, il envoie tous ses oppresseurs au diable, prêt à rejeter leur offre. D'un geste ferme, son doigt appuie sur le bouton « Refuser », scellant sa décision irrévocable. Le roi et son conseiller sont abasourdis, n'en croyant pas leurs yeux face à ce refus impensable. L'interface se déforme violemment, son refus provoquant un bug inattendu dans le système du jeu. Une cinématique se déclenche, montrant l'inévitable. Les hordes de monstres déferlent sur le royaume. Le scénario de l'échec se déroule, montrant le joueur incapable de protéger le royaume de sa destruction. Le royaume tombe en ruine, marquant la fin de la partie. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Une notification système confirme son choix. Il a officiellement rejeté la faction humaine. Mais son acte de rébellion lui octroie un pouvoir inattendu, celui de choisir une nouvelle voie. Une route cachée se débloque, lui offrant de rejoindre la faction des monstres et de réécrire l'histoire. Une lueur de compréhension traverse son regard, car une faction de monstres dans un jeu de défense est un paradoxe. Le véritable objectif du jeu n'est plus de défendre le royaume. Il s'agit désormais de l'envahir, de réduire ce royaume en cendres. Le monarque lui lance un avertissement solennel, affirmant que chaque choix implique des responsabilités. Le roi harangue la foule, son cri faisant taire les murmures inquiets. Fou de rage, il le renie publiquement, le dépouillant de son statut de héros. Il le déclare ennemi public numéro 1, coupable d'avoir humilié la couronne et condamné le royaume. Pendant que le roi appelle ses chevaliers à l'attaque, l'interface lui propose de lancer sa propre partie en tant que monstre. À l'ordre du roi, une marée de chevaliers en armure fonce sur lui, prête à l'exécuter. Face à la menace, il ne montre aucune peur, sa patience ayant finalement atteint ses limites. Encadré par les chevaliers, Ji-hoon reste impassible face à leurs lances menaçantes.
Son visage s'assombrit, ses yeux brillants d'une lueur rouge prêts à déchaîner sa fureur. Il serre les dents, révélant qu'il n'a fait que contenir sa rage jusqu'à présent. Une explosion d'énergie rouge projette violemment les chevaliers qui sont pris au dépourvu. Le roi observe la scène, le visage déformé par la surprise et la colère. Une notification confirme son choix. Il a rejoint la faction des monstres, se transformant en une silhouette démoniaque. De nouveaux pouvoirs lui sont octroyés, le coupant de l'humanité pour le lier au monde des monstres. L'interface de jeu révèle alors l'objectif ultime de sa nouvelle faction. Sa mission est claire, anéantir la faction humaine qu'il était censé sauver. Dominant le royaume sous un ciel de feu, il déclare que c'est désormais à son tour de passer à l'attaque. Une notification système annonce le début imminent de la première vague d'assaut des monstres. Le compte à rebours est lancé, il ne reste que 10 minutes avant que l'invasion ne commence. L'interface de jeu révèle alors l'objectif ultime de sa nouvelle faction démoniaque. Sa mission est désormais de détruire la faction humaine, un but qu'il accepte avec une lueur malveillante. Une récompense est promise au joueur qui parviendra à accomplir cette tâche finale. Le vainqueur pourra choisir n'importe quel objet existant dans ce monde fantastique. Et avec cet objet, il pourra retourner dans son monde d'origine, une idée qui fait germer un espoir fou. Un souvenir de sa mère, lui offrant le chaton Ruru avec un sourire radieux, lui revient alors en mémoire. Il comprend qu'il a peut-être une chance de revenir à cette époque et de tout changer. Entouré par les chevaliers, sa nouvelle résolution est prise, prêt à tout pour atteindre son but. Les chevaliers sont secoués par l'explosion, se demandant d'où venait cette énergie sinistre. Depuis son trône, le roi peine à définir la nature de la créature qu'il a entrevue. Une aura monstrueuse et inconnue émane de la silhouette transformée de Ji-hoon. Ji-hoon analyse la situation, conscient que le changement de faction est une variable inédite. Une quête principale apparaît, lui ordonnant de percer les défenses humaines pour une récompense. Il constate que malgré les changements, la structure du jeu reste étrangement familière. Il s'attend à recevoir la récompense habituelle du jeu, un ticket d'invocation de chevalier. À sa grande surprise, ce n'est pas un ticket qui apparaît, mais un mystérieux œuf noir. L'interface lui confirme qu'en tant que membre de la faction monstre, il reçoit un œuf de monstre de rang S. Sans la moindre hésitation, il accepte la récompense, prêt à la faire éclore. Une lumière aveuglante jaillit de l'œuf, projetant les chevaliers en arrière. Une silhouette menaçante se dessine dans la fumée, annonçant une créature redoutable. Les gardes, terrifiés, comprennent qu'une invocation a eu lieu au cœur de leur forteresse. Ji-hoon reconnaît immédiatement la créature, stupéfait que le jeu lui offre un atout aussi puissant. Il s'agit du dragon le plus puissant du jeu, le boss final de la 99e vague. Le redoutable dragon de sang-froid, Rizeldrak, est désormais son allié. Il sait qu'avec une telle créature, la faction humaine pourrait être anéantie en un instant. Mais de l'œuf éclot une adorable créature ailée, bien loin du monstre terrifiant qu'il imaginait. Décontenancé, il réalise qu'il s'agit bien de Rizeldrak, mais à son tout premier stade, niveau 1. Le jeune dragon le regarde avec innocence, ignorant totalement le pouvoir destructeur qu'il détient. Le petit dragon lèche affectueusement le doigt de Ji-hoon, lui rappelant un geste familier. Le visage de Ji-hoon s'adoucit, murmurant le nom de son chat disparu, Ruru. La créature flotte devant lui, alors qu'une notification lui révèle une nouvelle compétence. Il découvre la compétence passive, œil du suzerain, lui permettant d'analyser monstres et objets. Les chevaliers tentent de se rassurer, sous-estimant la menace que représente l'invocation. Sur ordre de leur commandant, l'armée de chevaliers charge Ji-hoon et son minuscule allié. Le regard de Ji-hoon se durcit. Peu importe que ce soit un rêve ou la réalité, il a un objectif. Son œil brille d'une lueur violette tandis que le système confirme qu'une cible a été désignée. Il utilise sa nouvelle compétence sur le bébé dragon, son unique espoir face à l'armée ennemie. L'interface révèle la compétence « Souffle du dragon », son unique atout pour survivre à cet assaut. Ji-hoon ordonne à son dragon de déchaîner sa puissance. Face à lui, le commandant des chevaliers lève son arme, prêt à frapper. Il mise tout sur l'unique compétence de son allié, le souffle du dragon. La petite créature concentre une énergie obscure et dévastatrice dans sa gueule. Le premier chevalier à l'atteindre est instantanément frappé par une lumière aveuglante. Le roi observe la scène, le regard figé par l'incrédulité et la stupeur. Un rayon d'énergie pure dévaste les rangs des chevaliers, les balayant sans effort. L'attaque traverse la salle du trône et déchire le ciel au-dessus de la capitale. Un pan entier du château s'effondre, menaçant d'écraser les citoyens innocents en contrebas. Ji-hoon et son dragon se tiennent devant le trou béant, contemplant la destruction qu'ils ont causée. Ji-hoon observe, stupéfait, la puissance dévastatrice de son petit allié. Les membres de la cour sont horrifiés. Un seul tir a suffi pour détruire le mur du palais.
Il se demande quelle créature démoniaque il a bien pu invoquer pour causer de tels dégâts. Un sourire confiant se dessine sur son visage, réalisant que la conquête sera plus simple que prévu. Une notification lui rappelle qu'il peut retourner dans son monde avec un objet de ce royaume. Le jeu regorge d'objets au pouvoir infini, il est certain d'y trouver celui qui lui permettra de changer son passé. Il décide de prendre son temps, car rien ne le presse de retourner à sa vie d'avant. Pour l'instant, sa seule priorité est de se concentrer sur sa mission et d'accumuler du pouvoir. Le roi l'interpelle avec fureur, le désignant comme le traître de la faction humaine. Le regard plein de haine, le monarque s'apprête à prononcer une sentence irrévocable. Ji-hoon, le regard dur, annonce qu'il est prêt à tout détruire pour obtenir sa récompense. Pendant ce temps, la capitale du royaume est plongée dans le chaos suite à l'attaque. Une jeune femme blonde, au loin, observe la destruction du palais avec stupéfaction. Le roi, paniqué, supplie ses gardes de tenir bon encore un instant. Un messager se précipite vers le trône, courant pour sa vie afin de protéger son souverain. Ji-hoon, imperturbable, demande à son petit dragon de réitérer son attaque dévastatrice. Le commandant des chevaliers ordonne à ses hommes de former une triple muraille de boucliers. Mais Ji-hoon sait que leurs efforts sont vains, car aucune défense ne peut arrêter son allié. Une aura sinistre l'enveloppe, alors qu'il désigne sa prochaine cible d'un geste impérieux. Le roi, assis sur son trône, le foudroie du regard, comprenant qu'il est la prochaine victime. Un chevalier à la cape rouge se précipite vers le trône, annonçant son arrivée pour protéger son souverain. Une muraille de boucliers se dresse devant le roi, formant une défense impénétrable. Ji-hoon, le regard déterminé, se remémore la puissance de l'attaque précédente. Il ordonne à son dragon de réitérer son souffle dévastateur sur les chevaliers, mais la petite créature, l'air épuisé, ne parvient pas à lancer son attaque. Le chevalier soulagé croit que la menace est passée et que son roi est en sécurité. Le conseiller du roi, perplexe, se demande pourquoi l'assaut a subitement cessé. Ji-hoon remarque les cernes sous les yeux de son dragon et comprend soudain la mécanique du jeu. L'interface confirme que le souffle du dragon consomme une énorme quantité de mana, laissant la créature épuisée. Il réalise alors que même sans compétence, une simple attaque de base pourrait suffire. Il tente de relancer une attaque, mais son dragon, furieux, ne parvient qu'à cracher une petite pierre. Il comprend son erreur, la victoire semblait trop facile, et il doit maintenant attendre que la compétence se recharge. Un imposant chevalier s'avance, l'accusant d'avoir osé s'en prendre à la vie du roi. Le regard tendu, Ji-hoon évalue ce nouvel adversaire tandis que son dragon semble à bout de force. Il se souvient alors du système de classement des chevaliers, allant du simple apprenti au rang S, l'élite. Cet homme fait partie des 12 chevaliers d'élite du Zodiaque, le redoutable bélier de rang S. Le chevalier, nommé Aries, se dresse fièrement, sa puissance brute visiblement intimidante. Harry se présente comme le plus puissant chevalier du royaume, venu protéger son souverain. La panique s'empare de Ji-hoon, qui réalise qu'il fait face à un adversaire d'un tout autre calibre. Les chevaliers se regroupent, prêts à obéir à l'ordre d'éliminer l'envahisseur sans pitié. Le chevalier Aries brandit son sceptre enflammé, prêt à obéir aux ordres de son roi. Ji-hoon panique, ne sachant pas comment affronter un chevalier de rang S apparu si soudainement. Il se souvient avec horreur qu'Aris possède une compétence de zone dévastatrice dès le début du combat. Aris lève son arme, se préparant à déchaîner une attaque de feu pour anéantir son adversaire. Le chevalier frappe le sol avec une force colossale, déclenchant une explosion ardente. Un immense mur de flammes se dresse, menaçant d'engloutir Ji-hoon et son petit dragon. Le visage de Ji-hoon, illuminé par l'incendie, reflète son incrédulité face à une telle puissance. L'attaque frappe de plein fouet une tour du château, la faisant exploser dans une gerbe de flammes. Dans le brasier, une silhouette se débat, sentant son corps être consumé par le feu. D'autres chevaliers sont pris au piège, leurs silhouettes se tordant de douleur au milieu de l'enfer. Projeté au sol, Ji-hoon observe avec horreur ses propres alliés pris au piège des flammes. Il se souvient alors de la mécanique de l'attaque. Un mur de feu qui fonce en ligne droite vers sa cible. Sachant qu'il était la cible, il a pu esquiver de justesse, protégeant son petit dragon dans ses bras. Mais il constate avec dégoût que le chevalier Aris a sacrifié ses propres hommes sans le moindre remords. Une colère froide monte en lui face à cette cruauté, ses mâchoires se serrant de rage. Le chevalier d'élite le nargue, agacé de le voir esquiver comme un simple rat. Ses yeux jaunes brillent d'une lueur mauvaise, promettant de percer le cœur de son adversaire. Ji-hoon garde son sang-froid, sachant que cette puissante compétence a un temps de rechargement. Il croit un instant avoir une chance, mais son petit dragon, toujours épuisé, lui rappelle la dure réalité. Sans lui laisser le temps de réfléchir, le chevalier bondit sur lui, son épée enflammée prête à s'abattre. Le visage crispé, Ji-hoon refuse d'accepter la défaite et cherche désespérément une issue.
Il se jure de ne pas avoir fait tout ce chemin pour échouer si près du but. Soudain, une fenêtre de quête apparaît, lui offrant une récompense inattendue, un coffre d'objets aléatoires. C'est sa dernière chance, et il presse mentalement le système de lui donner sa récompense avant qu'il ne soit trop tard. Dans un cri de rage et de désespoir, il exige son dû, sa seule planche de salut. Sans la moindre hésitation, il frappe le bouton « Accepter », déclenchant une lumière vive. Un coffre au trésor apparaît juste à temps, surprenant le chevalier en pleine charge. Le visage de Ji-hoon est baigné d'une lueur dorée, ses yeux écarquillés par la surprise. Du coffre émerge la silhouette d'une épée colossale, dégageant une aura de puissance inimaginable. Son œil s'illumine de violet alors qu'il active sa compétence œil du suzerain pour analyser l'arme légendaire. L'interface révèle une épée de rang S, la porte en fer, une arme de destruction massive. Il est stupéfait d'obtenir un objet de rang S dès sa première tentative. Armé de cette épée et accompagné de son dragon, il comprend que le jeu a de grandes attentes pour lui. Son regard s'illumine alors qu'il devine le véritable but de cette récompense surpuissante. L'épée se plante dans le sol, symbolisant sa nouvelle mission. Anéantir la faction humaine. L'épée plantée dans le sol fissuré, il se tient prêt à affronter son destin au milieu du chaos. Mais son expression change soudainement, passant de la confiance à une confusion totale. Une explosion dévastatrice secoue la salle du trône, le prenant complètement par surprise. Projeté en arrière par le souffle de l'explosion, il perd l'équilibre au milieu des débris. Il est violemment projeté dans les airs, impuissant face à la puissance qu'il a lui-même invoquée. Il est furieux que le palais soit si fragile qu'il ne supporte même pas le poids d'une arme. Sa stupéfaction est totale, car il n'a encore rien fait pour provoquer une telle destruction. Tombant au milieu des décombres, il refuse de croire que son aventure puisse se terminer ainsi. Il se protège la tête, se préparant à un impact qui semble inévitable. Sa chute s'arrête brusquement, le laissant essoufflé mais vivant. Il se relève au milieu de la poussière, cherchant à comprendre comment il a pu survivre. Soudain, les oreilles de son petit compagnon se mettent à frétiller. Le petit dragon déploie ses ailes, le sauvant de la chute et révélant sa véritable nature. En bas, les citoyens médusés observent une silhouette humaine voler dans le ciel. Sain et sauf, il réalise qu'il a frôlé la mort et que son arrivée en territoire ennemi est pour le moins chaotique. Il a désormais une certitude, une compréhension claire de la situation. Il mesure l'écart de puissance entre lui et le royaume, sachant qu'Aris n'est que le début. Conscient que d'autres chevaliers de rang S apparaîtront, il doit impérativement monter en puissance. Sa priorité absolue est désormais de s'échapper de la capitale pour préparer la suite. Pendant ce temps, le chevalier Aris tremble de rage, son honneur bafoué par cet échec cuisant. Il se maudit pour son incompétence, se jugeant indigne de la confiance de son roi. Un autre chevalier tente de l'interrompre, mais Aries est trop consumé par sa propre honte. L'appel de son souverain le tire finalement de sa spirale d'autoflagellation. Il se précipite vers le trône, implorant une punition pour avoir laissé l'ennemi s'enfuir. Le roi l'interrompt, lui rappelant calmement que le coucher du soleil approche, ce qui semble avoir une signification particulière. Le roi explique qu'à la nuit tombée, les monstres deviennent bien plus puissants. Il nomme alors Aries commandant de la guerre et l'envoie défendre les remparts du royaume. Le monarque, le visage grave, met tout son espoir dans son plus fidèle chevalier. Pendant ce temps, Ji-hoon et son dragon s'éloignent dans le ciel crépusculaire, laissant le chaos derrière eux. Ils se remémorent alors les détails du jeu, notamment la difficulté extrême de la première vague. Cette vague, composée de gobelins sauvages, est réputée pour être un véritable mur pour les nouveaux joueurs. Sans un chevalier de rang S doté de compétences de zone, la défaite est quasi assurée. Mais il sait que le royaume possède Aries, dont les attaques de feu peuvent anéantir cette première vague sans difficulté. Il réalise que s'il avait affronté un autre type de chevalier, comme un assassin, il serait déjà mort. Sa réflexion est interrompue lorsqu'il sent qu'il perd soudainement de l'altitude. Son petit dragon grogne de fatigue, peinant à les maintenir en l'air. Leur chute s'accélère dangereusement, les projetant vers les remparts de la ville. Le visage de Ji-hoon se crispe de panique alors que l'impact devient inévitable. Leur trajectoire les mène tout droit vers une tour en pierre, annonçant un crash imminent. Il s'écrase violemment dans une ruelle, soulevant un épais nuage de poussière. Se relevant avec une simple douleur au dos, il est surpris d'être presque indemne. Il examine son corps, réalisant que sa nouvelle constitution n'a plus rien d'humain. Alors qu'il trouve des bottes à sa taille, une voix inconnue l'interpelle depuis l'ombre. Son visage se fige de stupeur, ne comprenant pas comment il a pu être repéré si vite. Une chevalière blonde en armure se dresse devant lui, une autre combattante de rang S. L'interface l'identifie comme Lib, une chevalière sacrée de rang S qui lui ordonne de s'identifier. Ji-hoon se souvient alors de la raison pour laquelle il avait réussi à vaincre la 100e vague.
Il se rappelle que Lib, bien que de rang S, était considérée comme inutile pour la défense et abandonnée par les joueurs. Pourtant, c'est elle, combinée à l'âme de dragon, qui était la véritable clé secrète de la victoire. La chevalière, ignorant tout cela, le somme à nouveau de révéler son identité, l'épée pointée sur lui. Mais ce secret, il était le seul à le connaître. Surprise qu'il connaisse son nom, elle lui demande s'ils se sont déjà rencontrés. Il lui répond qu'il la connaît parfaitement, ayant mis des centaines d'échecs à comprendre sa véritable valeur. Il lui explique quelle était la pièce maîtresse de sa stratégie pour vaincre le jeu. Mais maintenant que les factions ont changé, elle n'est plus une alliée mais un obstacle qu'il doit surmonter. Elle décide qu'il est une menace à éliminer sur le champ. Au même moment, la nuit tombe sur les remparts du royaume. Des gobelins aux yeux rouges émergent de l'obscurité, prêts à attaquer. Un soldat paniqué donne l'alerte. La première vague de monstres est arrivée. Une horde de gobelins se rue sur les portes, déterminés à envahir la capitale. Les archers tentent de les repousser, mais la marée de créatures semble inarrêtable. Les monstres escaladent les remparts, forçant les défenseurs à une lutte désespérée. La bataille fait rage sur toute la longueur des murs. Le royaume est au bord de la rupture. Un officier, désespéré, cherche leur commandant, réalisant que leurs défenses ne tiendront pas. Un soldat lui annonce l'arrivée imminente d'Aris, leur seul espoir de survie. La chevalière lui ordonne de s'identifier alors que le chaos règne en arrière-plan. Son regard se durcit, le menaçant de le juger comme un ennemi s'il ne répond pas. Ji-hoon sait qu'il ne peut pas la vaincre, car elle est réputée imbattable au corps à corps. Conscient de sa force, il décide que la meilleure stratégie est de battre en retraite pour le moment. Il adopte un air innocent, prétendant être un simple citoyen égaré venu prêter main forte. Son mensonge est ruiné lorsque son petit dragon surgit soudainement en poussant un cri. Le visage de la chevalière se crispe de surprise et de méfiance en voyant la créature. Il panique, comprenant qu'elle fait le lien entre son dragon et l'explosion qui a détruit le palais. Suspecté d'être un complice, il sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Il réalise qu'il n'aura jamais le temps de s'envoler avant qu'elle ne l'atteigne pour l'attaquer. Il se cache derrière elle, mais la chevalière, perplexe, se demande pourquoi il se comporte ainsi. Croyant à son histoire, elle se place devant lui promettant sa protection contre les monstres. Son petit dragon observe la scène, son regard innocent contrastant avec la tension ambiante. Le visage de la chevalière se durcit, prête à défendre celui qu'elle croit être un simple civil. La petite créature, ignorant le danger, prend une pose adorable et scintillante. Le dragon pousse un cri mignon, faisant rougir la chevalière et révélant une facette inattendue de sa personnalité. Au loin, une violente explosion secoue les remparts, signe que la bataille fait rage. Surpris par la détonation, Ji-hoon y voit l'occasion parfaite pour s'éclipser discrètement. C'est en réalité Aries qui, dans sa fureur, a déchaîné son attaque sur ses propres défenses. Profitant de la confusion, il disparaît, laissant la chevalière seule et perplexe au milieu de la ruelle. Un soldat accourt, soulagé d'avoir enfin retrouvé la chevalière Lib au milieu du chaos. Le visage de Lib se crispe, son attention se portant sur les portes du royaume qui tremblent. Les portes massives de la capitale vibrent sous des coups d'une puissance terrifiante. Derrière la porte, les soldats sont pétrifiés, comprenant que leurs défenses sont sur le point de céder. Le bois des portes se fissure, annonçant une brèche imminente dans la forteresse. Lib s'avance avec assurance, ordonnant à ses hommes de se préparer au corps à corps. Dehors, une marée de gobelins déferle, submergeant les premières lignes de défense. Un monstre colossal mène l'assaut, sa massue prête à pulvériser les dernières défenses. La porte vole en éclats, laissant Lib et ses troupes face à la horde déchaînée. Le courage des soldats vacille face à l'ennemi, leur peur palpable alors qu'ils se préparent au combat. La massue géante du monstre pulvérise la porte, la faisant voler en éclats. Lib, son épée brillante, ordonne à ses troupes de se préparer à l'assaut imminent. Un chef gobelin colossal pousse un cri de guerre, menant la charge à travers la brèche. La vue aérienne révèle une marée de monstres, submergeant les défenseurs de la capitale. Au loin, le chevalier Aries observe la scène, furieux que la bataille ait commencé sans lui. Lib, stupéfaite, réalise que leur commandant n'est toujours pas sur le champ de bataille. Le visage d'Aris se tord de rage en apprenant que les portes ont cédé si rapidement. Dans sa fureur, il maudit ses soldats, les jugeant responsables de cet échec cuisant. Il déchaîne alors sa compétence, un mur de flammes dévastateur qui s'abat sur la horde. Les monstres sont instantanément consumés par le brasier, leurs silhouettes se tordant dans l'enfer ardent. Aris se délecte du spectacle, ordonnant aux monstres de brûler pour améliorer son humeur. Depuis une falaise, Ji-hoon observe le mur de flammes qui a inversé le cours de la bataille. Il se souvient qu'il est le seul joueur à avoir survécu aux 100 vagues d'assaut. Mais cette fois, les rôles sont inversés, et sa mission est de détruire la faction humaine en moins de 100 vagues. Son regard croise celui de son petit dragon, son unique allié dans cette quête inversée.
Il caresse la créature, convaincu qu'il peut retourner dans le passé et tout changer. Alors que la pluie commence à tomber, une nouvelle détermination naît en lui. Il serre son compagnon contre lui, lui promettant silencieusement de réussir. Il se fait une promesse. La prochaine fois qu'il reviendra en ces lieux, les humains célébreront leur dernière victoire, ignorant le véritable ennemi qui les observe. Il est persuadé que cette victoire sera leur toute dernière. Il s'enfonce dans une forêt sombre, laissant derrière lui le royaume et son ancienne vie. Il se souvient avoir commencé son périple dans cette capitale, désormais si lointaine. Il se retrouve maintenant au cœur du territoire des monstres, un tout nouveau point de départ. Il sait que ce chemin n'existait pas dans le jeu original, une voie qu'il est le seul à emprunter. Ces innombrables parties lui ont permis de mémoriser chaque tactique de défense du royaume. Mais cette connaissance est inutile ici, car il repart de zéro, en territoire inconnu. Il réalise soudain qu'il a oublié un détail crucial dans sa fuite précipitée. Il se tourne vers son petit dragon, Rizeldrak, son unique atout dans ce nouveau monde. Mais le ventre de la créature gargouille bruyamment, rappelant à Ji-hoon un problème bien plus terre-à-terre. Il réalise alors qu'il a oublié un détail essentiel. Son puissant dragon doit se nourrir. Son regard tombe sur une colonie de fourmis transportant de la nourriture, une source de protéines inattendue. Les petites créatures s'arrêtent net, l'une d'elles laissant tomber sa charge en les voyant. La panique s'empare d'une fourmi, son visage déformé par une terreur absolue. Le petit dragon observe la scène avec curiosité, son comportement rappelant de plus en plus celui d'un chat. Assis, Ji-hoon réfléchit à sa situation, se demandant par où commencer sa conquête. Comme il s'y attendait, une nouvelle fenêtre de quête apparaît devant lui, illuminant la forêt. Sa nouvelle mission est claire. Il doit unifier les monstres pour créer sa propre faction. Il comprend qu'il devra personnellement recruter ses futurs alliés pour bâtir son armée. Son esprit se tourne immédiatement vers les monstres de début de jeu, comme les gobelins, ses premières cibles potentielles. Il se demande où trouver des monstres à recruter et comment briser la barrière de la langue. Alors qu'il réfléchit, un bruit suspect dans les herbes hautes attire son attention. Il se retourne vivement, sentant une présence hostile s'approcher à toute vitesse. Une créature sombre surgit des fourrés, le désignant comme un ennemi à abattre. Pris au dépourvu, il n'a pas le temps de réagir face à cette attaque soudaine. La créature le saisit, prête à lui porter le coup de grâce. Mais l'assaut est stoppé net, la créature manquant sa cible de justesse. Le souffle coupé, il peine à comprendre ce qui vient de le sauver. Une main fine et élégante a arrêté l'attaque, se posant délicatement sur son cou. Son regard s'écarquille, réalisant qu'il n'est pas seul dans cette forêt hostile. Il aperçoit une longue chevelure blanche, se demandant qui a bien pu le sauver. Une femme bête aux yeux perçants et aux oreilles de renard se révèle être son sauveur inattendu. Stupéfait, il la prend pour une femme lapin, une erreur qui ne passe pas inaperçue. Son commentaire maladroit déclenche instantanément la colère de la mystérieuse guerrière. Furieuse, elle lui rétorque qu'elle ressemble bien plus à un renard, tandis qu'il tente de se justifier. Elle s'emporte, affirmant avec véhémence qu'elle est un renard blanc et non un simple lapin. Ji-hoon l'observe attentivement, réfléchissant à sa véritable nature pendant qu'elle attend, impatiente. Il a soudain une illumination, se demandant si elle ne serait pas plutôt un renard arctique. Ses oreilles frétillent, son expression s'adoucissant légèrement face à cette nouvelle proposition. À sa grande surprise, il se retrouve soudainement encerclé par des clones de la femme renard, ne sachant plus où donner de la tête. La femme renard le dévisage, perplexe, car il a l'apparence d'un humain mais l'odeur d'un monstre. Ji-hoon est déconcerté, ne comprenant pas comment il peut dégager une telle odeur. Une notification système apparaît, l'informant que 2 compétences passives viennent d'être activées. Il découvre les compétences « communication monstrueuse » et « monstre sympathique » qui attirent l'attention des créatures. Il comprend enfin pourquoi il peut communiquer avec eux, tandis que la guerrière le trouve de plus en plus étrange. Elle le pointe du doigt, exigeant de savoir qui il est réellement. Complètement pris au dépourvu, il ne sait pas comment répondre à son interrogatoire agressif. Il recule, perplexe, car sa compétence « monstre sympathique » ne semble pas fonctionner sur elle. Sa réflexion est brutalement interrompue par un bâton qui se presse contre sa gorge. L'impact est violent, le bâton s'arrêtant à un cheveu de lui infliger une blessure sérieuse. Un trio de bandits surgit de la forêt, se réjouissant d'avoir enfin attrapé leur proie. Ji-hoon réalise qu'il n'est pas le seul humain en dehors du royaume, se demandant s'il a affaire à des brigands. La femme renard, prise au piège par une corde, comprend avec fureur qu'il est humain. Elle l'accuse alors de lui avoir tendu cette embuscade, le laissant totalement désemparé. Le visage crispé par la colère, elle lui demande pourquoi il les pourchasse. Ji-hoon tente de calmer la situation, persuadé qu'il s'agit d'un terrible malentendu. L'un des bandits passe la corde à son imposant complice, ignorant les protestations. La corde se tend violemment,
tirant leur captive avec une force brutale. La femme renard est projetée dans les airs sous le regard impuissant de Ji-hoon. Le colosse tire de toutes ses forces, déterminé à ne pas laisser sa prise s'échapper. La femme renard est violemment tirée en arrière, perdant tout contrôle de ses mouvements. Ji-hoon observe la scène, choqué par la brutalité de l'attaque et son impuissance. Son visage heurte violemment le poing du colosse, l'impact la projetant en avant. Le bandit affiche un sourire cruel, savourant sa victoire qu'il croit facile. Mais son expression change, passant de la suffisance à une surprise totale. La guerrière, le regard glacial, a bloqué son poing, refusant de se soumettre. D'un mouvement fluide, elle se retourne et lui assène un coup de pied dévastateur. Le colosse, abasourdi, ne comprend pas comment elle a pu se libérer et contre-attaquer. Elle enchaîne avec une attaque puissante, l'écrasant au sol avec une force impressionnante. Ses deux complices observent la scène, l'un paniqué, l'autre d'un calme déconcertant. Ji-hoon observe, stupéfait, la guerrière projeter son assaillant d'un seul coup de pied. Le chef des bandits, furieux, l'insulte alors qu'elle est à terre, maîtrisée par ses hommes. Il est outré qu'une créature comme elle ait osé s'en prendre à un humain. Il s'apprête à l'écraser sous son pied, lui ordonnant de se laisser capturer sans résistance. En retrait, Ji-hoon sent un malaise grandir en lui face à cette scène de brutalité. La femme renard serre les dents, humiliée d'être ainsi dominée par de simples humains. Le poing de Ji-hoon se serre, une colère inexplicable montant en lui malgré sa nature de monstre. Le troisième bandit, resté en retrait, s'approche soudain de lui pour lui demander s'il va bien. Il lui explique avec un air amical que la situation était dangereuse et qu'il a eu de la chance. Le bandit l'interroge sur sa présence en solitaire dans une zone aussi hostile, laissant Ji-hoon sans voix. Le chef des bandits, exaspéré, ne comprend pas les paroles de la guerrière à terre. Furieux, il lève sa matraque, prêt à la frapper pour son insolence. Le regard de Ji-hoon s'embrase d'une fureur froide face à cette injustice. Le troisième bandit intervient calmement, avertissant son chef d'arrêter avant de commettre l'irréparable. Le meneur s'excuse piteusement auprès de ses complices, avouant avoir perdu son sang-froid. L'autre bandit tente de minimiser la situation auprès de Ji-hoon, prétextant un tempérament sanguin. Mais son visage se durcit, révélant qu'il a vu Ji-hoon communiquer avec la créature. Il sort une lame et la pointe sur Ji-hoon, le menaçant soudainement. Le bandit le toise, insinuant qu'un sympathisant comme lui aurait pu leur être utile. L'instant d'après, le couteau ensanglanté gît sur le sol, témoin d'une trahison silencieuse. Ji-hoon, le souffle coupé, ne comprend pas ce qui lui arrive. La femme renard observe la scène, tout aussi déconcertée par ce retournement de situation. Une douleur fulgurante le terrasse, son corps entier semblant s'embraser de l'intérieur. Le bandit lui explique nonchalamment qu'il a été empoisonné, mais qu'il a évité les points vitaux. Il crache du sang, apprenant qu'il ne lui reste que 12 heures y vivre. Le bandit lui présente l'antidote, exigeant en échange qu'il serve d'interprète. Pour appuyer sa menace, il saisit brutalement la guerrière par les cheveux. Le groupe de bandits lui ordonne de traduire ce que dit leur captive pour trouver un lieu précis. Le regard plein de haine, la femme renard comprend qu'il cherche la tanière des renards. Ji-hoon, malgré la douleur, réalise qu'il est pris au piège dans une chasse au trésor mortel. Le petit dragon observe la forêt, ignorant le drame qui se joue derrière lui. Ji-hoon comprend que les bandits ne cherchent pas un simple trésor, mais la tanière des renards. Le chef des brigands lui promet la vie sauve s'il les guide jusqu'au village des hommes bêtes. Malgré le poison, Ji-hoon, le visage ensanglanté, exige de connaître leurs véritables intentions. La guerrière le supplie de ne pas les y conduire, craignant pour la sécurité de son peuple. Dans un acte désespéré, elle s'apprête à se mordre la langue pour emporter son secret dans la tombe. Ji-hoon, horrifié, comprend son intention suicidaire et l'observe avec une stupeur glaciale. Mais le colosse l'en empêche brutalement, lui saisissant le visage pour l'arrêter. Il réalise avec effroi qu'elle était prête à mourir pour protéger les siens. Le bandit, furieux, la traite de bête sauvage, incapable de comprendre un tel sacrifice. Le chef des bandits se plaint, car toutes leurs précédentes captives ont préféré mourir en moins d'une journée. Il se demande comment ils pourront trouver la tanière des renards si leurs prisonniers refusent de coopérer. Le colosse la maîtrise avec une force brutale, bien décidé à la soumettre. Malgré la douleur, la guerrière refuse de céder, son regard défiant fixé sur ses agresseurs. Le chef des bandits la regarde avec mépris, incapable de comprendre un tel mépris pour sa propre vie. Il ordonne à ses hommes de rester en retrait, se méfiant de la présence d'autres hommes bêtes dans les parages. Ji-hoon comprend que les renards sont des créatures intelligentes, capables de sentir le danger même sans comprendre leur langue. Le bandit lui propose alors un marché, l'antidote en échange de sa coopération pour les guider jusqu'à la tanière. Ji-hoon, le regard intense, demande ce qu'ils cherchent exactement dans ce lieu secret. Le chef explique que leur patron a perdu un objet et promet de les laisser vivre s'ils les aident à le retrouver.
Ce regard lui rappelle un souvenir douloureux de son passé. Une jeune femme lui faisait de fausses promesses, exploitant sa naïveté. Il savait qu'elle mentait, mais il choisissait de l'ignorer, la tête baissée. Car à l'époque, seule l'obsession d'obtenir ce qu'il voulait comptait. Il se souvient avoir été utilisé pour son argent, tolérant l'humiliation pour ses propres fins. Tant qu'il était utile, il se sentait à l'abri du danger. Cette même logique s'applique maintenant. Tant qu'il coopère, les bandits ne le tueront pas. Déterminé à survivre, il se relève, refusant que son histoire se termine ici. Il se tourne alors vers la femme renard et lui ordonne de les conduire au village. La guerrière baisse la tête, se sentant trahie, alors qu'il lui promet que personne ne sera blessé. Le bandit est stupéfait, réalisant que Ji-hoon peut vraiment parler la langue des monstres, comme leur chef l'avait prédit. La femme renard admet qu'il est différent des autres humains, se demandant si son peuple n'a pas été trop méfiant. Le visage ensanglanté, elle le fixe intensément, lui demandant si elle peut vraiment lui faire confiance. Ji-hoon, la lèvre fendue, rassemble son courage, prêt à lui donner une réponse qui scellera leur sort. Avec une conviction froide, il lui révèle qu'il n'est pas du côté de l'humanité. Il lui assure qu'elle peut le croire, désignant les bandits comme les véritables ennemis. Son regard est empli d'une détermination sans faille, lui faisant une promesse silencieuse. Soudain, son petit dragon, les yeux rouges de colère, se perche sur la tête du bandit qui la retient. La petite créature pousse un cri furieux, interrompant la traduction et surprenant le bandit. Pris de court par l'intervention de son allié, Ji-hoon cherche maladroitement une excuse. Le petit dragon, les yeux injectés de fureur, révèle une aura rouge menaçante. Le chef des bandits remarque le changement soudain de comportement de la créature, tandis que Ji-hoon panique. Son complice, stupéfait, réalise qu'un monstre est apparu de nulle part. La créature prépare une attaque, une lueur mortelle brillant dans sa gorge. L'autre bandit tente d'avertir son chef, lui hurlant d'esquiver l'assaut imminent. Ji-hoon comprend avec effroi qu'il est déjà trop tard pour réagir. Le dragon déchaîne son souffle, le bandit terrifié implorant qu'on l'épargne. Ses supplications résonnent dans la forêt, mais la créature est implacable. Un rayon d'énergie pure frappe le bandit en pleine poitrine, le neutralisant sur le champ. La scène se fige, laissant les survivants contempler la puissance inattendue du petit dragon. Ji-hoon est abasourdi, la bouche ensanglantée, par la puissance déchaînée de son compagnon. Les deux bandits restants observent la scène, leur visage déformé par la terreur et l'incompréhension. Le petit dragon pousse un cri d'effort, visiblement épuisé après une telle démonstration de force. Ji-hoon comprend avec angoisse que la compétence de son allié a un long temps de rechargement. L'impact de l'attaque laisse une trace de destruction fumante sur le sol de la forêt. Le colosse réalise avec effroi que l'herbe a fondu, imaginant ce que le rayon aurait fait à sa tête. Pris de panique, le chef des bandits serre son arme, pensant à tout ce qu'il n'a pas encore accompli. Reprenant ses esprits, il se jette sur la petite créature, bien décidé à l'écraser pour sa témérité. Le visage de Ji-hoon se crispe d'horreur en voyant son unique allié sur le point d'être frappé. Le petit dragon est violemment projeté au sol, soulevant un nuage de poussière sous la force du coup. Le petit dragon gît au sol, sonné et grognant de douleur après le coup violent. Le chef des bandits est furieux qu'une si petite créature ait osé attenter à sa vie. Son complice lui suggère de capturer le dragon, pensant qu'il pourrait avoir une grande valeur. Ji-hoon, le regard sombre, semble rejeter cette proposition, n'ayant plus besoin de leur pitié. Le chef ordonne à ses hommes de surveiller les prisonniers, décidant de s'occuper personnellement de Ji-hoon. Il hurle sa rage sur la petite créature, toujours à terre et incapable de se défendre. Ji-hoon, la bouche en sang, réalise que sa survie dépend de sa capacité à communiquer avec les monstres. Un souvenir amer lui revient, celui d'être constamment jugé sur son utilité par les autres. Il se revoit plus jeune, manipulé et forcé de survivre en se rendant indispensable. Cette prise de conscience marque un tournant décisif dans son esprit. Il se souvient des mots qui l'ont hanté, le qualifiant d'inutile et de remplaçable. Même en connaissant l'issue douloureuse, il se remémore avoir avancé, piégé par sa propre ambition. Mais cette fois, il refuse de revivre les mêmes regrets et de perdre ce qui compte pour lui. Le chef des bandits, fou de rage, abat son arme sur le petit dragon pour l'achever. La femme renard, stupéfaite, voit Ji-hoon s'interposer pour la protéger de l'agression. Le regard glacial, il décide que ce sont ses agresseurs qui sont désormais les véritables inutiles. Une notification système annonce alors l'activation permanente d'une nouvelle compétence passive. Il débloque le pouvoir monstre physique, lui conférant une force qui transcende les limites humaines. Le bandit, abasourdi par son audace, tente de lui asséner un coup de poing en plein visage. D'une seule main, Ji-hoon bloque l'attaque, pulvérisant le sol sous l'impact et faisant tomber l'antidote. La femme renard est abasourdie, incapable de croire à la force surhumaine qu'il vient de déployer. Ses deux complices sont pétrifiés, leur visage déformé par la peur et l'incompréhension.
Leur chef gît au sol, le visage tuméfié, complètement neutralisé par un seul coup. Ji-hoon se dresse au-dessus de lui, une aura menaçante émanant de sa silhouette ensanglantée. Paniqués, les bandits survivants abandonnent l'antidote brisé et prennent la fuite. La guerrière l'observe, se demandant comment un homme empoisonné peut posséder une telle puissance. Son regard sur lui change, passant de la méfiance à une curiosité teintée de respect. Il s'agenouille alors pour récupérer son petit dragon, sa seule préoccupation étant le bien-être de son allié. Il tient délicatement la créature blessée, ému qu'elle ait risqué sa vie pour le protéger. Le petit dragon se blottit contre lui en grognant doucement, renforçant leur lien indéfectible. En regardant son compagnon, un souvenir de son ancienne vie lui revient. Il se souvient de son chat, qui était toujours là pour lui donner de la force et le faire sourire. Cet animal était son seul et unique ami dans sa vie solitaire de joueur. Le petit dragon, blessé, le regarde avec innocence, ne comprenant pas l'émotion de son maître. Malgré ses blessures, il sourit et promet de protéger son nouvel ami, quoi qu'il en coûte. Sa réflexion est interrompue par les cris de l'un des bandits survivants. Le brigand le menace, lui rappelant que leur chef ne laissera pas cet affront impuni. Mais le regard de Ji-hoon se durcit, une lueur glaciale remplaçant toute trace de peur. Face à cette aura menaçante, les deux bandits sont soudainement saisis d'une terreur absolue. N'écoutant que leur instinct de survie, ils tournent les talons et s'enfuirent dans la forêt. Le petit dragon pousse un cri de victoire, fier d'avoir protégé son maître. Mais la force de Ji-hoon l'abandonne soudainement, le poison faisant enfin son effet. Il s'effondre lourdement au sol, sous le regard inquiet de la femme renard. La guerrière observe la scène, surprise de voir cet homme si puissant succomber. Son petit compagnon, paniqué, tente désespérément de le réveiller. L'esprit de Ji-hoon s'embrume, se demandant si c'est ainsi que son histoire va se terminer. Il songe aux conséquences de sa mort, notamment pour son unique allié. Un souvenir poignant de son passé refait surface, celui de sa mère malade à l'hôpital. Une rage sourde l'envahit en pensant à celui qu'il juge responsable de cette tragédie. Il se revoit, jeune et impuissant, serrant le poing avec une promesse de vengeance. Il se souvient de l'homme qui n'est jamais venu, le laissant seul face à la tragédie. Ses yeux s'ouvrent enfin, sa conscience revenant lentement à lui. Il se réveille dans une grotte inconnue, se demandant où il a bien pu atterrir. La femme renard le soutient, lui conseillant de ne pas bouger alors qu'il s'interroge sur son geste. Elle le porte sur son dos, le transportant à travers les ténèbres de la caverne. Ils arrivent enfin à un village où les habitants, stupéfaits, annoncent qu'elle a ramené un humain. Une foule de femmes lapins l'observe, intriguées par son apparence humaine. L'une d'elles sent que quelque chose est différent chez lui, tandis qu'une autre le trouve étrangement sympathique. Allongé dans une hutte, il est observé par les villageoises qui attendent son réveil, le poison ayant été neutralisé. Il est en réalité bien réveillé, mais trop gêné par leur attention pour oser se lever. La femme renard demande à la foule de villageois curieux de lui laisser un peu d'espace. Une voix s'élève de l'entrée, demandant si c'est bien un humain qui l'a sauvé. Le son de cette voix familière tire Ji-hoon de sa fausse inconscience. Démasqué, il se redresse brusquement, surpris par la perspicacité de la guerrière. Elle lui explique que les villageois sont simplement intrigués par sa présence inattendue. Elle précise que c'est la première fois qu'ils voient un humain qui ne dégage pas l'odeur habituelle. Il réalise soudain que les effets du poison ont complètement disparu de son corps. La guerrière lui révèle nonchalamment qu'il possédait un antidote dans leur village. Son esprit s'emballe, se remémorant les événements qui l'ont mené jusqu'ici. Il se souvient de la terreur de la femme renard, craignant de mettre son peuple en danger en révélant l'emplacement du village. Il se rappelle son geste désespéré, prête à se sacrifier pour protéger les siens. Il lui demande alors pourquoi elle l'a sauvée, elle qui était si méfiante à son égard. Elle lui rappelle qu'il est humain, mais qu'il ne dégage pas la même odeur que les autres. Il insiste, sentant bien qu'elle ne lui dit pas toute la vérité sur ses motivations. Son expression change, se remémorant la véritable raison de sa décision. Elle se souvient de la tendresse avec laquelle il a protégé son petit compagnon blessé. C'est cette scène qui a achevé de la convaincre qu'il n'était pas comme les autres humains. Il réalise que sa compétence monstre sympathique a finalement opéré, lui valant ce traitement de faveur. Exaspérée par ses réflexions à voix basse, elle lui crie dessus, le trouvant agaçant. Son petit dragon, désormais guéri, pousse un cri, indifférent à leur dispute. D'une voix sincère, il la remercie de lui avoir sauvé la vie. Le petit dragon observe la scène, son regard jaune brillant d'une lueur nouvelle. Ji-hoon s'incline, minimisant son propre rôle, ce qui déconcerte la guerrière. Gênée, elle tente de rétablir l'équilibre, affirmant qu'ils sont désormais quittes. Il saisit l'occasion, suggérant qu'elle pourrait lui prouver sa gratitude d'une autre manière. Son petit dragon, Rizeldrak, interrompt la conversation avec un bond adorable et scintillant. La créature se frotte contre lui, le faisant rire,
sous le regard curieux de la femme renard. Elle décide qu'il est temps pour les présentations formelles, estimant que le destin les a réunis. Mais une messagère surgit, l'appelant Ria et annonçant que le chef du village les convoque. Sous le ciel bleu, il se dirige vers le cœur du village pour rencontrer son mystérieux chef. Ji-hoon, émerveillé, découvre qu'il se trouve dans le village des hommes-bêtes. Ria lui explique que ce village, Warren, fut fondé par des hommes lapins et est devenu un refuge pour tous les bannis. Alors qu'il traverse le village, les habitants s'inquiètent pour Ria, remarquant sa mine soucieuse. Un imposant homme-bête la réprimande pour s'être aventuré près du territoire des humains, sous le regard impressionné de Ji-hoon. Le colosse les observe s'éloigner, son visage empreint d'une inquiétude protectrice. Ji-hoon remarque que tous les villageois semblent profondément attachés à elle. Il s'inquiète à son tour de son air abattu, mais sa question la fait sursauter. Elle se retourne brusquement vers lui, le visage déformé par une colère soudaine. Furieuse, elle lui demande si son nom est Hei, puisqu'il n'a cessé de l'appeler ainsi. Les bras croisés, elle le fusille du regard, attendant avec impatience qu'il se présente enfin. Pris au dépourvu, il se présente enfin comme étant Ji-hoon. Gêné, il ajoute son nom de famille, se demandant si ce nom est étrange ici. Elle lui révèle alors son nom complet, d'une longueur déconcertante, le laissant perplexe. Fière, elle se détourne, alors qu'un villageois s'inquiète pour sa jambe. Ria rassure joyeusement un petit homme lapin, expliquant qu'elle est guérie. Ji-hoon comprend que son humeur a changé simplement parce qu'elle a pu se présenter. Le regard perdu dans le ciel, il réfléchit à la situation et à ce nouveau monde. Une notification de quête apparaît, lui ordonnant d'unifier les monstres et de fonder sa propre faction. Ria l'interrompt, lui rappelant avec impatience leur rendez-vous avec le chef du village. Il la suit, agacé, se demandant pourquoi elle a insisté pour connaître son nom si c'est pour l'ignorer. Il se dépêche de la suivre, son esprit toujours fixé sur sa quête d'unification des monstres. Le chef du village, un vieil homme lapin, leur annonce avec un sourire qu'il confie désormais le village à Ji-hoon. Cette déclaration soudaine laisse Ji-hoon et Ria complètement abasourdis et sans voix. Ria, paniquée, tente de raisonner le chef qui s'éloigne déjà, ignorant ses protestations. Le vieil homme bête explique qu'il est trop âgé, tandis que Ria s'insurge contre cette décision insensée. Il ignore ses arguments, affirmant que sa décision est prise même si Ji-hoon est un parfait inconnu. La guerrière refuse d'accepter cette passation de pouvoir, suppliant le chef de reconsidérer sa décision. Ji-hoon, quant à lui, reste silencieux, son visage impassible cachant ses véritables pensées. La scène bascule alors sur un souvenir, expliquant les raisons de cette étrange décision. Le chef révèle qu'il fait souvent des rêves prémonitoires qui, jusqu'à présent, se sont toujours réalisés. Le chef lui révèle que dans sa vision, Ji-hoon est le seul et unique sauveur de leur village. Ji-hoon se souvient alors de sa quête principale, unifier les monstres et bâtir sa propre faction. Il se demande si cette prophétie est liée à sa mission, mais une autre question le préoccupe davantage. Il comprend que si le village a besoin d'être sauvé, c'est qu'un terrible danger le menace. Un souvenir des bandits lui revient, mentionnant un objet précieux perdu par leur chef. La sueur perle sur son front alors qu'il connecte les points, réalisant la menace imminente. Il interpelle vivement Ria qui se retourne, agacée par son ton pressant. Inquiet, il lui demande si elle est certaine de ne pas avoir été suivie jusqu'ici. Ria le rassure, expliquant que leur village, Warren, est si bien caché qu'il n'a jamais été découvert. Elle s'apprête à lui révéler la raison pour laquelle leur sanctuaire est resté secret jusqu'à présent. Elle révèle que le village est protégé par un vaste océan et une chaîne de montagnes que personne n'ose traverser. Elle précise qu'il n'existe qu'un seul autre moyen d'accéder à leur sanctuaire caché. Ce passage secret est un réseau de tunnels creusés à l'origine par les hommes lapins. L'intérieur est un labyrinthe si complexe qu'il est presque impossible pour un étranger de trouver le bon chemin. Ria l'assure n'avoir rien remarqué d'anormal, mais Ji-hoon reste visiblement sceptique. Malgré ses paroles, un mauvais pressentiment l'envahit, son regard s'attardant sur sa jambe blessée. Pendant ce temps, dans les tunnels, des traces de sang frais témoignent d'une présence hostile. L'un des bandits affiche un sourire sinistre, confirmant qu'il a réussi à les pister. Il débouche du tunnel et aperçoit le village de Warren, sa cible enfin à portée de main. Ji-hoon tente de se rassurer, mais son instinct lui crie que le danger est plus proche qu'il ne le pense. Il ne peut s'empêcher de fixer la blessure de Ria, un terrible pressentiment l'envahissant. Au même moment, dans les tunnels, des traces de sang confirment ses pires craintes. Le bandit affiche un sourire triomphant, ayant réussi à suivre leur piste jusqu'au bout. Soudain, un cri d'alarme retentit dans le village, un intrus humain ayant été repéré. Ji-hoon et Ria se retournent, comprenant que le sanctuaire de Warren a été découvert. Le bandit est rapidement maîtrisé par les villageois en colère, menés par l'imposant homme bête. Ji-hoon comprend que l'ennemi a simplement suivi la piste laissée par les blessures de Ria. Ria est sous le choc, réalisant avec horreur qu'elle a involontairement mené l'ennemi jusqu'à eux.
Elle s'excuse auprès des siens, se sentant responsable, mais l'homme bête la réconforte. Il lui explique que personne ne lui en veut et qu'il suffit maintenant de se débarrasser de l'intrus. Les villageois tentent de rassurer Ria, lui affirmant qu'elle n'est pas responsable de la situation. Ji-hoon a soudain un éclair de lucidité, se souvenant qu'ils ont affronté 3 bandits et non un seul. Le prisonnier, à genoux, les insulte et promet que leur village sera bientôt réduit en cendres. Il révèle avec un sourire dément qu'ils appartiennent à une bande si redoutable que même le royaume les a abandonnés. Le bandit annonce fièrement que leur chef, Screaming Owl, arrive avec plus de 200 hommes. Ji-hoon reste perplexe, ce nom de Screaming Owl lui semblant étrangement familier. Pendant ce temps, dans les tunnels, les 2 autres bandits se regroupent, l'un soutenant son chef blessé. Le visage tuméfié, le meneur des bandits murmure qu'il est temps d'appeler leur véritable chef. Fou de rage, il ordonne à ses complices de venger l'humiliation qu'il a subie. Une silhouette imposante et cornue apparaît alors devant eux, son silence pesant de menace. Le chef des bandits, le visage tuméfié, annonce avec rage qu'il a trouvé l'entrée de la tanière. Le véritable chef, un homme imposant et cornu, le félicite pour sa découverte. Le chef suprême confirme avec un sourire sinistre qu'il se dirige vers le village. Le sous-fifre affiche un air suffisant, savourant sa réussite et la vengeance à venir. Pendant ce temps, le prisonnier révèle avec un sourire narquois que tout faisait partie du plan de son chef. Un flashback montre les 2 autres bandits fuyant, l'un tentant de raisonner son chef blessé. Le meneur refuse de battre en retraite, son regard fixé sur un objectif plus important que sa propre santé. De retour au présent, le captif annonce que leur heure est venue, sous le regard inquiet de Ria et Ji-hoon. Il les prévient avec un rire dément qu'ils sont tous condamnés, car leur chef arrive. Ria, déconcertée, ne comprend pas le sens de ces menaces, le visage crispé par l'inquiétude. Ria l'interpelle, le visage crispé par l'inquiétude face à la menace imminente. Ji-hoon confirme ses craintes, annonçant que les bandits connaissent leur position et arriveront d'un instant à l'autre. Le visage de Ria se fige, ses yeux écarquillés par la terreur de cette révélation. Ji-hoon se souvient enfin d'où il connaît le nom Screaming Owl, un souvenir du jeu refaisant surface. Un flashback le ramène au jeu Night Defense, où des chevaliers affrontaient des vagues de monstres pour devenir plus forts. Il se rappelle que l'expérience seule ne suffisait pas pour survivre aux assauts incessants des créatures. Le jeu proposait un autre système pour progresser, celui des aventuriers. Il fallait former des équipes de chevaliers pour les envoyer accomplir des missions et nettoyer des niveaux. Chaque victoire rapportait des objets et de l'or, essentiels pour renforcer ses troupes. Il se souvient de la carte du monde, composée de 100 niveaux menant jusqu'à la forteresse du roi démon. Il se souvient vaguement du boss final des premiers niveaux du jeu. L'écran de son jeu affichait alors la cachette de Screaming Owl, un village derrière une colline. Chaque niveau avait son histoire, mais il se souvient surtout d'une chose cruciale. Dans ses souvenirs du jeu, il n'y avait aucun village du nom de Warren. Selon l'histoire du jeu, la cachette de Screaming Owl était destinée à un funeste sort. Le village était voué à être complètement anéanti par les flammes. Le prisonnier, avec un sourire suffisant, commence à négocier sa libération. Il promet aux villageois que leur chef épargnera ceux qui le laisseront partir. Ji-hoon comprend que même sans comprendre ces mots, la peur s'installe parmi les hommes bêtes. Le doute et la terreur commencent à se répandre insidieusement dans le cœur des villageois. Les villageois, terrifiés, sentent que quelque chose ne tourne pas rond. Ria est rongée par la culpabilité, persuadée d'être responsable du sort qui attend son village. Ji-hoon comprend que si rien n'est fait, les hommes bêtes seront tous massacrés. Le prisonnier, arrogant, exige sa libération et annonce que Warren deviendra la nouvelle base des bandits. Le visage de Ji-hoon se durcit, déterminé à empêcher que ce funeste destin ne se réalise. Alors que le bandit continue ses menaces, Ji-hoon décide que Warren deviendra le centre de sa propre faction. Le captif, le prenant pour un allié, lui ordonne de se dépêcher de traduire ses exigences. Mais le poing de Ji-hoon se serre, signalant que la négociation n'est plus une option. Il décide que ce village ne sera pas une base pour les bandits, mais bien sa propre forteresse. D'un coup de pied fulgurant, il envoie le bandit s'écraser violemment au sol, réduisant ses menaces au silence. Le bandit, les yeux exorbités, ne comprend pas la violence de l'attaque qui vient de le frapper. L'imposant homme bête observe la scène, déconcerté par l'intervention brutale de Ji-hoon. Les femmes lapins, pétrifiées, poussent un cri silencieux face à cette soudaine explosion de violence. Ria, stupéfaite, couvre sa bouche, n'en croyant pas ses yeux face à l'audace de Ji-hoon. Ji-hoon se dresse au-dessus du corps inerte du bandit, déclarant qu'il en a assez entendu. Le poing serré et le regard déterminé, il annonce qu'il est temps de se battre. Ria, le visage résolu, affirme qu'ils protégeront Warren à n'importe quel prix. Mais l'homme bête la contredit, persuadé que leur défaite est inévitable.
Il explique à Ji-hoon que leur village a été bâti dans ce lieu reculé pour une raison précise. C'est un refuge pour les faibles, peuplé de femmes et d'enfants n'ayant jamais connu le combat. Le chef homme-lapin rit avec dédain, soulignant leur incapacité à affronter des bandits armés. Surplombant la foule rassemblée, le chef s'apprête à réitérer sa décision capitale. Il proclame alors Ji-hoon nouveau chef de Warren sous le regard stoïque de ce dernier. Au même moment, des bottes martèlent le sol, signalant l'approche inexorable de l'ennemi. Le véritable chef des bandits, Screaming All, contemple sa cible tandis que son homme confirme l'emplacement. Il admire le village niché derrière la colline, déclarant son intention de s'en emparer sur le champ. Le chef annonce avec un sourire sinistre que ce lieu deviendra la nouvelle base du gang Screaming All. Sans hésiter, il lance ses troupes à l'assaut du village, ordonnant un massacre total. De retour au village, l'homme-bête évalue la force ennemie à environ 200 hommes. Il commence alors le décompte de leur maigre force, révélant qu'ils ne sont que 3 hommes taureaux pour se battre. Il ajoute à la liste 2 hommes cerfs, l'air tout aussi peu combatif. Le décompte se poursuit avec 5 hommes moutons, visiblement peu rassurés. Il termine son inventaire en ajoutant Ria, la seule femme renard du groupe. Avec les 101 hommes lapins, le total de leur force s'élève à seulement 112 combattants. Ji-hoon calcule rapidement qu'ils font face à un ennemi 2 fois plus nombreux, se demandant s'ils ont la moindre chance. Il se rappelle que dans les jeux, le nombre ne fait pas tout, et que le niveau individuel est bien plus décisif. Il se souvient que même si Ria a été prise en embuscade, elle a tout de même neutralisé un bandit d'un seul coup. Il en déduit qu'elle aurait pu gagner un combat à 2 contre 1, malgré ce que l'homme-bête a dit sur leur inexpérience. Une idée fulgurante traverse son esprit, réalisant que n'avoir jamais combattu pourrait cacher une toute autre vérité. Il comprend qu'ils ont peut-être sous-estimé les hommes-bêtes, qui pourraient posséder une forme de combat caché et redoutable. Il se dit que si tous les villageois ont le niveau de Ria, leur désavantage numérique n'est plus un problème. Pour en avoir le cœur net, il interpelle l'homme taureau, qui se présente comme Thor, et l'interroge sur la force de Ria. Il attend la réponse avec impatience, se persuadant que le jeu ne lui aurait pas confié une mission impossible. Thor réfléchit un instant, tandis qu'à l'arrière-plan, Ria joue avec le petit dragon, inconsciente de l'enjeu. L'homme taureau révèle alors que Ria est tout simplement la guerrière la plus puissante de tout Warren. Il précise que même si tous les habitants du village, y compris les hommes lapins, s'unissaient contre elle, Ria sortirait tout de même victorieuse de l'affrontement. Le visage de Ji-hoon s'assombrit, comprenant que cela signifie que le reste des villageois perdrait lamentablement. Il en arrive à une conclusion brutale. À part elle, tous les autres sont complètement inutiles au combat.